Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Écully au nord-ouest de Lyon pour découvrir le service central de la police technique et scientifique. Ici, on analyse les traces et indices de scènes de crime qui sont souvent au cœur de l'actualité. Enquête criminelle ou terrorisme, leurs agents sont appelés dans le monde entier pour aider à résoudre les affaires et assurer notre sécurité. Commissaire Cotel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous et de nous accueillir au sein de la PTS. Alors, qu'est-ce que la police technique et scientifique à Écully ? Alors ici, vous êtes au siège du service central de police technique et scientifique, qui est une branche de la police nationale et qui vient en aide aux enquêteurs à la fameuse police judiciaire. Alors, quelles sont principalement vos missions et vos techniques ici ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, nos missions, elles sont bien déterminées. C'est d'abord des constatations sur les scènes d'infraction. Ensuite, c'est des analyses dans les laboratoires. Et puis surtout, c'est une confrontation de ce qu'on a pu relever sur les scènes d'infraction à des fichiers, des grands fichiers nationaux comme celui des empreintes génétiques ou celui des empreintes digitales. Voilà. Ici, nous avons un peu toutes les spécificités, puisque nous allons faire des analyses à la fois en biologie, en ADN, en traces papillaires, mais aussi en balistique, en odorologie, en documents écriture, par exemple. Alors, combien de personnes travaillent ici ? Combien de compétences sont réunies sur le site d'Écully ? Alors, des compétences, j'ai envie de dire des centaines. En tout cas, sur le site, nous avons à peu près 700 personnes qui travaillent quotidiennement sur le site d'Écully. Alors pourquoi est-ce qu'ici on parle d'élite ? Pourquoi c'est ici qu'on vient chercher les experts pour des affaires dans le monde entier ? On sait que le terrorisme dernièrement a fait beaucoup l'actualité et que vous avez été beaucoup sollicité. Pourquoi vous, plutôt qu'une autre structure, qui peut être par exemple à Paris ? Alors, d'abord, la France a une spécificité reconnue en matière de police technique et scientifique. Il faut savoir que depuis plus de 100 ans maintenant, nous exerçons cette matière. Ici, à Écully, sont recrutés les personnels, sont formés nos personnels, et puis surtout sont mis en place tous les protocoles de travail qui vont ensuite servir à travailler sur les scènes d'infraction, des scènes de la police du quotidien, j'ai envie de dire, aux scènes les plus importantes en France ou à l'étranger. Est-ce que vous auriez des exemples d'affaires qui ont marqué le grand public sur lesquelles vous êtes intervenu dernièrement ? Oui, bien sûr. Alors, sur toutes les scènes majeures de ces dernières semaines, de ces derniers mois, nous sommes intervenus. Nos équipes sont parties très concrètement sur le terrain. En France, je pense à Saint-Quentin-Fallavier, mais je pense aussi aux attentats de Trèbes plus récemment, et puis aux attentats du Bataclan, bien évidemment, où nous étions présents. Mais aussi dans des villes comme Ouagadougou, à partir du moment où on a des ressortissants français qui sont impliqués qui sont victimes dans des attentats, par exemple, nous sommes amenés à nous déplacer. Qui peut travailler ici ? C'est vrai que vous êtes un centre de formation, mais qui peut pousser la porte de la PTS ? Alors nous sommes ouverts à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent effectivement travailler à la police technique et scientifique. Le principe, c'est de rentrer par voie de concours. On en a voir sur les sites de la police nationale, par exemple. Vous avez l'ouverture de tous les concours. Et puis, parfois, pour certaines spécificités, nous embauchons des contractuels, notamment en informatique, puisqu'aujourd'hui, nous sommes très pourvoyeurs de métiers de l'informatique dans nos services. Donc le message est lancé. Et puis nous allons plonger dans les compétences qui sont déjà recrutées. Odorologie, balistique, c'est parti ? C'est parti, avec plaisir. Allez, on y va. Parfait. Avant de plonger dans les services de la PTS, direction la caserne de Chalmazel dans la Loire, où c'est un autre uniforme qui s'occupe d'assurer votre sécurité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver, la personne elle va être allongée par terre, on va lui prendre les deux mains, bien les deux mains, et on va lui dire, on va essayer de la stimuler, quoi. Le scénario de cet exercice, un arrêt cardiaque dont ces personnes vont être témoins. Objectif de la formation menée par les sapeurs-pompiers de la Loire, avoir les bons réflexes en cas d'accident, et ça commence par l'utilisation du défibrillateur. Des électrodes, c'est deux petits patchs autocollants, reliés à un fil, avec une petite prise au bout, qu'on va venir en fait relier au défibrillateur. Il n'y a aucun risque puisque l'appareil fait une analyse en fait du rythme cardiaque de la victime et si elle a délivré un choc, elle délivre un choc. Si elle n'a pas à le faire, elle ne le fera pas. Donc vraiment, après cette analyse, il n'y a aucun risque pour la victime. Utilisé en cas d'arrêt cardiaque, le défibrillateur permettra de multiplier par 4 les chances de survie de la victime. En cas d'accident, ce sont bien souvent les premières minutes les plus importantes. C'est pourquoi les pompiers de la Loire organisent un samedi par mois une formation gratuite dans une des casernes du département. Une première initiation pour bien réagir en cas de danger. C'est une formation qui est pratique, essentiellement pratique sur un volume assez court, donc de 2 heures, mais on peut proposer par le biais d'associations ou par le biais des sapeurs-pompiers, une formation qui s'appelle le prévention et secours civique de niveau 1, qui dure 7 heures, qui est plus complet. Et au cours de cette formation, on va voir notamment tout ce qui est la victime qui présente une obstruction brutale des voies aériennes,
malaise, brûlure, traumatisme et les différentes plaies. Ici, on apprend à faire un garrot en cas de saignement abondant. Je fais un deuxième nœud et ce nœud, je ne vais pas le serrer. Parce qu'entre les deux nœuds, je vais poser ce qu'on appelle mon tourniquet. C'est-à-dire qu'un bout de bois, un manche de cuillère. 7 accidents sur 10 surviennent devant témoins. Parmi ces témoins, seuls 20% d'entre eux sont en moyenne formés aux gestes de premier secours. Je travaille dans une entreprise du coin et c'est une entreprise où on fait une série. Et du coup, j'ai très peur d'avoir des accidents du travail, donc c'est pour ça que je suis venue faire cette formation. Et je vais prolonger la formation pour essayer de faire secouriste au travail. Le premier pas avant de faire une journée complète de formation, prévention et secours civique, comme près de 100 000 personnes chaque année en France. Nous sommes de retour au service central de la police technique et scientifique à Lyon. Parmi les expertises reconnues, l'odorologie, une science où le binôme homme-animal permet de résoudre de nombreuses affaires. Olivier Brégeras, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Vous êtes en plein travail ce matin. On est dans le service odorologie. Alors vous êtes un spécialiste de l'identification des odeurs humaines. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait au sein de ce service? Comme vous l'avez dit, au sein de ce service, on identifie des odeurs humaines qui sont prélevées sur des scènes de crime grâce à l'aide de tissus spécifiques et surtout grâce à l'aide de chiens qui sont spécialement formés et éduqués à cette technique pendant des mois, en principe pendant une année de formation. Pourquoi des chiens? Parce qu'il n'y a aucun appareil qui est capable d'identifier des odeurs humaines prélevées sur des scènes de crime alors qu'il est. Alors justement, un mot sur ce prélèvement. Comment est-ce qu'il s'opère? Comment est-ce qu'on prélève une odeur? Le prélèvement s'opère de façon très simple. Des techniciens spécialement formés en identité judiciaire à prélever de l'ADN ou des traces papillaires suivent une formation complémentaire de prélèvement d'odeurs humaines, de traces odorantes. Ce sont tous les supports qui peuvent avoir été touchés par le ou les mises en cause. Et d'odeurs corporelles, on prélève des odeurs corporelles à des mises en cause quand les groupes d'enquête ont des suspects à faire comparer aux odeurs qui ont été prélevées sur la scène de crime. Comment s'opèrent ces prélèvements? Le technicien en identité judiciaire appose des tissus sur le support qui a été en contact avec le ou les mises en cause, recouvre de papier d'aluminium pendant 1 heure. Il n'y a ni frottement, ni grattage du support. Les odeurs présentes sur le support migrent sur le tissu. Ce tissu a la capacité de pouvoir les capter, de les conserver et de les restituer des jours, des semaines, des mois, des années après. Les enquêteurs mettent ces prélèvements sous scellés et ces scellés nous sont envoyés soit aux fins de conservation, car il y a des conditions spécifiques de conservation, soit aux fins de comparaison. Olivier, en quoi est-ce qu'une odeur peut être une preuve? Sandrine, une odeur peut être une preuve tout simplement parce que l'odeur est unique au même titre que l'ADN ou les traces papillaires. Votre odeur est unique. Aujourd'hui, il est démontré que l'odeur humaine, elle est propre et individuelle au même titre que l'ADN. Donc une évidence. Alors un mot sur le binôme homme-animal. Qui sont ces chiens? D'où viennent-ils et comment est-ce que vous les formez à travailler avec vous? Un mot sur le binôme homme-animal, c'est avant tout une équipe dans laquelle, comme vous l'avez vu ce matin, dans le travail qui vous a été proposé, il faut qu'il y ait une osmose entre le conducteur et l'animal. Et ce sont des chiens qui sont formés, recrutés par nos soins, formés ici par nos soins. Et la formation dure 6 mois pour arriver aux premières identifications dites d'entraînement. Et ça peut aller jusqu'à 1 an pour pouvoir faire un travail, comme vous l'avez vu ce matin, sur des odeurs proches d'odeurs qui seraient prélevées sur des scènes de crime. Les identifications des chiens sont filmées et servent de preuve irréfutable auprès des magistrats. À quelques portes de là, ce sont les armes et munitions qui parlent. Rencontre avec les experts de la balistique. Lakdar Attar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous dans votre service, le service balistique, dont vous êtes l'expert, également le chef de section. Alors concrètement, quelles sont les expertises réunies au sein de votre service? Au sein du service balistique, les expertises sont centrées autour des examens d'armes à feu et des éléments de munitions. Ces expertises permettent également de matérialiser des trajectoires de tir sur scène de crime.
en vue d'identifier le positionnement des tireurs, mais également des trajectoires de tir intracorporelles pour estimer la position d'une victime, une distance de tir, une distance entre la victime et l'auteur. Ces expertises permettent également d'effectuer ce qu'on appelle des assistances à constatation sur certaines scènes de crime où les techniciens de scènes de crime nécessitent l'apport, la collaboration d'experts en balistique pour comprendre une scène de crime le plus souvent complexe. Comment est-ce que vous réussissez à boucler en fait une affaire? Ça demande combien de temps? Alors, le temps est très variable. L'expertise d'une arme à feu, par exemple, peut prendre une journée de travail. En revanche, l'expertise d'une arme à feu avec un certain nombre de travaux, de distance de tir, de trajectoire, des travaux très techniques, peut prendre jusqu'à 6 mois de travail. Aujourd'hui, on sait qu'on a des armes de guerre, on a des armes fait maison. On a l'impression que par rapport à avant, le catalogue est de plus en plus fourni. Est-ce que c'est l'un de vos challenges au quotidien aujourd'hui? C'est qu'il y a des armes, vous ne savez pas du tout d'où elles viennent, comment elles ont été conçues. Est-ce que c'est une particularité de votre travail? Tout à fait. Le challenge aujourd'hui, c'est d'arriver à identifier le maximum d'armes qui est traité, remonter également sur l'origine et comprendre les différents modes de fabrication et connaître l'origine de la fabrication d'une arme. Donc pour faire écho justement à ce travail, quel est le rôle de cette pièce où nous sommes, qui est quand même très particulière? Il y a énormément d'armes autour de nous. C'est une bibliothèque? Qu'est-ce que c'est? Ou c'est des armes qui ont servi lors de crimes? Quelle est cette salle? Alors ici, vous vous trouvez dans la collection d'armes de référence du laboratoire. C'est une bibliothèque, non pas avec des ouvrages, mais avec ce qu'on appelle des échantillons de référence. Cette bibliothèque permet, dans un premier temps, d'avoir des sujets, des éléments de référence. Ces éléments de référence sont des armes dites de référence qui vont nous permettre de nous baser sur ces caractéristiques, sur les caractéristiques de ces armes, pour vérifier si une arme en question est issue d'une contrefaçon ou non. Première chose. La seconde chose, cette bibliothèque nous permet de créer, d'alimenter nos bases de données de référence. Toutes les caractéristiques techniques des armes que vous voyez dans cette pièce-là sont enregistrées dans différentes bases de données. Ce qui nous permet d'identifier une arme à partir d'un élément de munition retrouvé sur une scène de crime, à savoir une douille ou un projectile. L'examen d'une douille et d'un projectile permet d'identifier le type d'arme, et donc c'est une information qui peut s'avérer très importante dans le cadre d'une enquête. Les armes laissent chacune une empreinte unique. Au même titre que l'ADN ou les traces papillaires, elles donnent des preuves irréfutables. Encore faut-il les trouver. Ce sont là les challenges des agents de la police technique et scientifique. Une profession qui doit aussi se confronter aujourd'hui au terrorisme et à la cybercriminalité. De nouveaux facteurs qui appellent au recrutement des experts de demain. Le message est lancé.